Et je demande également à Célia de nous rejoindre. Merci beaucoup. Je vous laisse la zapette. Merci beaucoup. Donc j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse attention à ce que je dis. Tout ce que je dis peut être retenu contre moi. Ils sont tous les deux très... Et oui, c'est moi maintenant qui parle de vous. Chacun son tour, n'est-ce pas? Madame, monsieur? On commence par le sketch ou on commence par le topo? Ah, ils font moins les malins, là, hein? Bon, allez, donc les proximaux. Alors, tout d'abord, tout ce que je vais vous dire, ça a à peu près 2 ans d'âge. Donc c'est comme le bon vin, il faut que ça prenne du temps. Donc on est tous très excités par rapport à ces médicaments. Mais d'abord, on n'a pas le recul suffisant pour être complètement sûr qu'à terme, ce seront des médicaments qu'on utilisera chez tous les malades. Deuxièmement, à l'heure actuelle, on ne peut pas les utiliser chez tous les malades parce que peut-être que pas tous les malades n'en auront besoin. Et troisièmement, on fait tout ce qu'on peut pour que chaque patient soit le plus informatif possible. Alors, vous n'êtes pas des souris, on est tous bien conscients, hein. Simplement, on essaye de faire en sorte qu'on ne perde aucune information de traitement pour qu'on puisse justement générer ces données et pouvoir ensuite vous faire bénéficier des meilleurs médicaments. C'est pour ça qu'il y a quelque chose dont on a oublié de vous parler ce matin, qui est le registre des insuffisances médulaires qu'on pilote avec Flore. Alors pourquoi c'est important? C'est le centre de référence qui mène ce registre. C'est que dans ce registre, si vous êtes d'accord, on peut collecter vos données de manière anonyme, sans vous demander plus de prélèvements, sans vous demander de venir plus souvent à l'hôpital, surtout pas, mais simplement parce que comme ça nous permet que chacun d'entre vous participe à cet effort de recherche et qu'on puisse faire, nous, de la recherche en temps réel et surtout en vraie vie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais vous montrer des études prospectives, randomisées, très propres, avec des bras contrôle, on a l'impression que tout est extrêmement contrôlé, sauf que c'est pas la vraie vie. Et que si on veut à un moment donné savoir si ces médicaments rendent service dans la vraie vie, il faut avoir ce type de registre. Et donc c'est des non-oppositions, c'est-à-dire qu'on vous informe. Et donc si jamais vous souhaitez participer, n'hésitez pas à venir voir soit Linda, soit Isabelle, soit Julie qui sont au premier rang pour qu'on puisse faire en sorte que vos données puissent participer à la recherche. Alors pourquoi c'est important? Voilà pourquoi c'est important. C'est-à-dire que l'éculizumab, on l'a nous développé au travers d'études sponsorisées par l'industrie dans les années 2005, avec un New England qui sort en 2006. Et puis ensuite, on a continué à suivre ces malades. Et les Anglais ont publié en 2011 le fait que quand vous avez des patients qui ont une HPN et qui sont traités par eculizumab, eh bien la survie, vous voyez un petit peu ce plateau, ça c'est-à-dire qu'on suit en fonction du temps le nombre de malades en vie. Et donc vous voyez qu'au bout de quasiment 10 ans, la survie des patients qui ont une HPN et qui sont traités par eculizumab en vraie vie, donc pas dans un protocole, dans la vraie vie, eh bien elle est la même que des gens du même âge, du même sexe. Ça c'est incroyable. On est passé d'une maladie qui tuait à une maladie où votre survie est la même avec un médicament que si vous n'étiez pas malade. Bon, ça, c'est extraordinaire. Mais si vous voulez le mettre en évidence, il faut RIM. Parce que si les patients n'ont pas donné leur accord pour pouvoir participer, ça, on ne le sait pas. Et si on ne le sait pas, les autorités de santé nous disent « Vous êtes sûr que vous faites bien ?» Parce que nous, ça nous coûte bonbon. Hein. Et donc, du coup, il nous faut, nous, rapporter ces données. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et donc, on a pu le faire aussi en France en 2016 avec, vous voyez, des données qui confirment en fait, en fonction du temps, donc 85, ça c'est les patients qui étaient diagnostiqués avant 85, ils risquent pas d'avoir reçu l'éculizumab. En 85, il y a eu un petit bénéfice parce qu'on a su mieux réanimer les malades qui faisaient des complications graves. Et puis, vous voyez, à partir de 2007, les patients à partir de 2007, les patients qui reçoivent l'éculizumab, et donc vous voyez encore une fois la survie qui est quasiment à 100%. Voilà. Et donc encore une fois, pourquoi c'est important aussi de participer aux études de vraie vie. Alors, le problème quand on est traité par inhibiteur du C5, donc par ce que vous a présenté Flore, on peut bouger ce truc? Oui, oh génial, encore mieux. Et donc c'est que finalement on s'aperçoit que l'essentiel est là, puisqu'on a sauvé des vies, hein. Les patients ne meurent plus d'HPN, sont protégés des complications thrombotiques. Mais il y a quand même un tout petit souci. En gros, là, je vous ai fait quelque chose de très simple parce que comme ça, c'est facile à retenir. C'est qu'en gros, on a un tiers des malades qui sont satisfaits. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, alors je ne connais pas vos taux d'hémoglobine par cœur, et encore une fois, on va rester dans la confidence. Mais bon, si vous avez accepté de témoigner, on pourra tout à l'heure en parler aussi ensemble. C'est-à-dire que quand on a 10 grammes ou plus d'hémoglobine, finalement,
Je ne dis pas que c'est normal, je ne dis pas que c'est une vie normale, mais je dis simplement qu'on arrive à vivre quasiment normalement et que finalement, quand on est injecté tous les deux mois, c'est pas si mal, quoi. L'hôpital est à l'hôpital, la maison, voilà, l'église est au centre du village, tout va bien. Bon. Et puis après, il y a un tiers de malades où quand même, bon, ça se voit pas, je fais mes cures tous les 2 mois, mais bon, mon hémoglobine, elle est plutôt entre 8 et 10. Et là, franchement, quand on emmène le gamin au foot le samedi, ou quand on veut faire du tennis en famille, ou quand on veut même ne serait-ce qu'aller à la mairie, parce que certains vont à la mairie tous les jours, c'est comme ça, plutôt en faux plat d'ailleurs. Et merci en tout cas pour tout à l'heure. Et donc du coup, là, on est vraiment quand même, voilà quoi. Hein. Et puis vous avez beau dire au monsieur à côté, écoute, vraiment, ralentis, j'en peux plus. Le gars vous dit, mais c'est bon quoi, tu me gaves. Alors il dit pas ça, monsieur, il dit pas ça. Et puis vous avez aussi un peu moins d'un tiers de malades, mais qui vraiment là, c'est dur quoi. C'est transfusion régulière. Voilà, là c'est compliqué. Donc finalement, il faut réussir à trouver quelque chose pour faire mieux. Alors comment on peut faire mieux? Alors c'est un tableau très compliqué, mais vous allez voir, je vais vous le simplifier en 2 minutes. Ça, c'est la cascade d'activation du complément. Qu'est-ce que c'est que le complément? C'est quelque chose qui vous défend en permanence contre les infections. Là, tout de suite, vous avez votre voisin qui a le Covid. J'essaie de jeter un petit... la première chose qui va se passer, c'est l'activation de votre complément. Du moment où vous allez inhaler un virus, quel qu'il soit, tout de suite, votre complément va s'activer. Pourquoi? Parce qu'il va être capable de reconnaître la cellule infectée comme étant malade et de l'éliminer. C'est la première ligne de défense. Mais par contre, quand même, c'est un peu complexe, le complément. Vous voyez que ça part d'ici et ça va jusque-là. Donc, il y a toute une cascade du complément. C'est ça dont on parlait tout à l'heure, cette cascade où vous voyez toutes les molécules qui s'embriquent les unes avec les autres, c'est un peu du Lego, pour aboutir à la destruction de la cellule. Et en fait, Flore vous a présenté très justement l'ensemble des traitements en bleu qui vont bloquer l'activation terminale du complément. Et là, vous comprenez bien, terminale, parce que c'est à la fin de l'activation, de la formation de toutes les molécules, et proximale, et donc là, on est au tout début de la formation. Voilà. Donc, on vous a parlé de l'éculizumab, du ravulizumab, du crovalimab. Moi, je vais vous parler de ces médicaments qui, eux, vont bloquer plus précocement le complément. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de ces médicaments? Alors là, c'est le seul moment où il faut que vous suiviez. L'intérêt de ces médicaments, alors, quand vous faites une inhibition au niveau terminal, ce que vous a montré Flore tout à l'heure, eh bien, vous allez empêcher le globule de se détruire dans le sang. Et finalement, c'est plutôt pas mal. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez quand même fait la moitié du chemin. Et finalement, votre malade a une réponse qu'on va classer plutôt de partielle, c'est-à-dire qu'on contrôle les choses, on vous empêche de faire des thromboses, et on fait en sorte que vous ne mouriez pas de la maladie. C'est déjà pas mal. Néanmoins, ce dont maintenant on est un peu plus conscient, qu'on a mieux compris par les études de recherche qu'on a fait, c'est que le fait de bloquer au niveau terminal, ça n'empêche pas le complément de faire son travail et d'essayer de s'activer. Toute la première partie fonctionne. Toute la première partie, elle n'est pas bloquée du tout par les terminaux. Et donc, toute la première partie que je vous ai montrée tout à l'heure, là, tout ça, ça va se mettre en place. Et c'est bloqué au niveau du C5. Et ça a quand même des conséquences, le fait que ce ne soit pas bloqué, que ce n'est pas avant. C'est-à-dire que avant d'être bloqué ici, eh bien, je vous l'ai dit, ça s'active. Et pour s'activer, pour détruire une cellule, eh bien, il faut s'attacher à la cellule. Et donc, ce qui fait que dans la première partie, les molécules du complément, elles s'activent à la surface des globules rouges. Et donc, vous voyez très bien ce globule rouge, là. Enfin, ça ne ressemble pas du tout à un globule rouge, mais bon, vous me dites que c'est un globule rouge. Et vous voyez la petite molécule rouge, là. Celle-ci, c'est en fait le complément qui s'active à la surface de la cellule. Mais la cellule ne va pas être détruite, parce qu'on l'empêche de terminer son activation. Mais néanmoins, le fait que le complément se soit fixé sur la cellule fait que les globules ne vont pas être détruits dans le sang, mais une partie d'entre eux, à peu près 30%, vont être détruits dans le foie ou dans la rate. Et c'est ça qui a motivé le développement des inhibiteurs proximaux. Alors le fait d'avoir gueulé comme ça, d'avoir quitté le pupitre, je peux vous dire que les deux là-bas, ça noircit le papier, hein? Bon. Et donc du coup,
Attends, je reprends ma cape. Donc, du coup, l'idée là, c'est de bloquer complètement le complément pour avoir une réponse majeure et en bloquant à la fois l'activation dans le sang, mais éviter aussi que cette activation dans le sang puisse se faire dans les tissus. On bloque tout. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez, on bloque tout. On bloque tout. Donc, vous n'avez plus de complément. Donc, vous voyez un peu le miroir ? C'est-à-dire que si vous rencontrez une infection comme ça, tout de suite maintenant, votre complément, quand on le bloque comme ça, il est sacrément inefficace. Donc, il y a un risque d'infection grave. À hémophilus, à pneumocoque, à méningocoque. Et puis, si on bloque le complément, ça veut dire que tout le travail du complément, on ne peut pas le faire. Et dans le travail du complément, il y a aussi l'élimination de ce qu'on appelle les hymen complexes. C'est un petit peu ce que Flore vous a décrit tout à l'heure avec les manifestations, quand on a quelquefois des arthralgies, des choses comme ça. Le complément, ça vous permet d'éliminer, de protéger de ça. Donc vous pouvez aussi développer des maladies auto-immunes. Donc il y a plein de risques théoriques comme ça. C'est pour ça que je vous dis que les résultats que je vais vous montrer sont absolument extraordinaires, que pour l'instant, il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter, mais qu'il faut absolument qu'on suive tous ces protocoles pour être bien sûr que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on n'ait absolument aucune complication de ce blocage complet du complément. Donc en pratique, voilà les 3 molécules qui sont les plus avancées et qui sont actuellement disponibles dans certaines mesures. Le premier, le pegcetacoplan, il est disponible sur le marché. Le deuxième, le facteur B, inhibiteur du facteur B, il est actuellement, on a les essais, les résultats, c'est ce que je vous montrais, et les démarches sont en cours pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Et le danicopan, là encore, on a les résultats et probablement que les démarches vont aussi être très rapides. Donc du coup, très rapide, enfin pas en France, mais enfin ça dépend. Réglementaire, très rapide, 2 ans, c'est super rapide pour eux. Mais pour nous, ça l'est un peu moins. Mais voilà, donc ça veut dire 2 ans, quoi. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Donc le premier, c'est le pegcetacoplan, c'est celui qui a été développé le plus vite. Et donc là, je vais vous montrer des résultats d'essais contrôlés de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des protocoles de recherche qui sont super propres. Dans d'autres termes, les malades sont très sélectionnés parce que ce sont des études qu'on appelle des études d'enregistrement. C'est-à-dire que c'est l'étude qui, quand elle est montrée à un régulateur, va pouvoir permettre à l'industriel d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc autant vous dire que ces études-là, elles sont hyper carrées. Il n'y a pas un malade qui dépasse. Si vous avez quelque chose d'autre que l'HPN, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. Si vous avez une insuffisance rénale, oubliez. Si vous avez un petit problème hépatique, c'est fini. Donc du coup, ce sont des études qui sont extrêmement propres et rigoureuses. C'est pour ça qu'ensuite, vous voyez l'importance de suivre le médicament après dans sa vraie vie, pour être bien sûr qu'on rend service au plus grand nombre, parce que c'est quand même notre rôle. Et vu le prix que ça coûte, il y a intérêt à ce qu'on rende service au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que c'est important, RIM, et que c'est important de suivre dans la vraie vie ce qui se passe. Donc voilà comment ça se passe. On prend des malades qui se ressemblent beaucoup, et puis ensuite on les tire au sort. Alors vous allez dire tirage au sort, mais ils font n'importe quoi. Ben non, mais c'est parce que comme ça, on est sûr que la seule chose qui va varier entre les 2 bras, et c'est ce qu'on a fait aussi avec l'étude RACE, c'est des malades qui ont la même maladie, au même moment, avec la même sévérité, ils ont été transfusés pareil, sauf qu'il y en a un qui a été tiré au sort pegcetacoplan et l'autre qui a été tiré au sort traitement standard, et donc à l'époque l'éculizumab. Et donc vous voyez qu'il y a 41 malades qui ont été traités au sort pegcetacoplan et 39 qui ont été traités éculizumab. Et puis ensuite, au bout de 16 semaines, là c'est ça c'est 16 semaines, eh bien c'est l'intérêt de cette étude, c'est que tout le monde reçoit le nouveau médicament. Voilà. Et donc l'intérêt de cette étude en France, c'est que si à la fin de l'étude, quand vous avez tous reçu le traitement, le médicament n'est pas encore labellisé, il n'a pas encore obtenu son autorisation de mise sur le marché, le laboratoire doit s'engager à le fournir le temps qu'il y ait cette autorisation sur le marché. Donc ça, les études, très honnêtement, quand vous avez une étude en France prospective de recherche, vous signez un consentement, vous êtes quand même assez tranquille. On a beau avoir peur, on pense qu'on est des souris. Je peux vous dire que les protocoles, ils sont validés par un CPP, par la NSM, tout est réglementaire, enfin, c'est quand même très suivi. Et donc du coup, eh bien, dans cette étude-là, en particulier, voilà le résultat qui a été une bombe atomique dans le domaine, et c'est au moment où le pointeur ne marche plus, c'est toujours comme ça, hein.
Et voilà ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 16 semaines, eh bien, 4 grammes de différence d'hémoglobine entre le bras standard et le traitement expérimental. Vous voyez ici que les patients qui étaient sous Soliris en rouge restent à 8 grammes d'hémoglobine, alors que ceux qui sont mis sous pexétacoplan, eh bien, ils ont aux alentours de 12 grammes. Je ne sais pas si vous voyez un peu le progrès. Hein, et du coup, voilà, c'est quand même pas rien. 4 grammes à 16 semaines, voilà. Et donc, du coup, résultat fantastique, publication fantastique. Et donc, ensuite, l'idée, c'était de montrer, comme je vous l'ai dit, que ça marche quand on continue. Et donc là, on a continué à suivre les malades, mais dans le cadre d'un suivi contrôlé, sans randomisation, c'est-à-dire qu'on suit simplement les malades qui ont été traités. Et là encore, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces malades traités gardent une hémoglobine, vous le voyez. Hein. En fait, ici, vous avez les malades qui ont eu tout de suite le traitement expérimental, ceux qui ont été traités au sort eculizumab, et à la fin, l'intérêt, c'est que tout le monde a le traitement. Et quand tout le monde a le traitement, eh bien l'hémoglobine est quasiment normalisée. Voilà. Pour tout le monde. Donc ça, c'est intéressant. Et donc ça a été le premier médicament inhibiteur proximal du complément qui a été développé. D'abord, on l'a eu en accès précoce. On l'a en accès précoce en France. Et donc, on l'a en accès précoce à condition que vous veniez le présenter en RCP aplasie. Ce ne sont pas des médicaments anodins. Ce ne sont pas des médicaments simples à manier. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on prend un inhibiteur proximal, vous avez bien compris qu'on contrôlait complètement l'HPN. Et donc, comme on contrôle complètement l'HPN, votre sang devient quasiment 100% HPN. Et donc, tous ceux qui sont sous inhibiteurs du complément savent qu'il arrive que les urines deviennent plus foncées, qu'on fasse des crises, qu'on perde des points d'hémoglobine au moment des infections. Sauf que quand votre sang est 100% HPN, si jamais vous n'êtes plus protégé pour ces raisons-là, vous pouvez perdre très vite énormément de points d'hémoglobine et donc faire des complications graves. C'est pour ça que ces inhibiteurs proximaux nécessitent un suivi très rapproché. Mais ça, encore une fois, on le fait, on a un circuit, on a des recommandations, on a des centres experts qui débutent les traitements, donc tout ça, on sait faire. Mais simplement, voilà, ce n'est pas des traitements qu'on prend comme ça sans réfléchir. Donc ça, c'est le premier qui a été développé, et là, il a l'AMM maintenant en France, hein, il est accessible en pharmacie. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est l'inhibiteur du facteur B. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en fout. C'est pareil, ça inhibe au premier niveau, ça inhibe au très, très proximal, là. Et donc, ce traitement, en fait, on l'a développé de la même façon. Donc là, voilà. Donc ça, j'avais présenté ça au Congrès américain en décembre dernier. Donc, c'est des patients qui, là encore, n'étaient pas contrôlés complètement sous traitement standard. Et donc voilà comment ça se passe. En fait, là encore, c'est une façon un peu différente de vous montrer ce que je vous ai montré tout à l'heure. Des patients qui avaient donc une anémie sous Soliris et qui étaient adultes, eh bien, étaient tirés au sort. Alors 8 pour 5, ça veut dire en gros qu'on en tire 2 dans le bras expérimental et 1 dans le bras standard. Voilà, c'est comme ça, c'est simplement des contingences statistiques. Et en fait, on avait donc 62 malades qui ont reçu de l'iptacopan oral. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des médicaments oraux. Hein, là, on est dans les pilules matin et soir, 200 mg. Et puis les patients qui ont continué le traitement standard en sachant qu'un tiers des malades étaient déjà sous ravulizumab à cette époque et 2 tiers des malades étaient sous eculizumab. Puis ensuite, l'intérêt pour tous ces patients, eh bien, c'est de recevoir l'iptacopan. Et donc, on a fait l'analyse, en tout cas l'analyse que je vais vous montrer, a été faite à 26 semaines. 26 septembre, après 26 semaines de traitement. Et donc, quels sont, alors ça on s'en fout, quels sont les résultats? Voilà les résultats. C'est que quand on compare les deux bras, donc à gauche, c'est le bras expérimental, l'inhibiteur du facteur B oral, et à droite, c'est le traitement standard eculizumab ou ravulizumab. Dans cette population bien particulière de malades qui étaient anémiques sous traitement standard, eh bien, vous voyez que 51 des 60 malades en vert ont augmenté leur hémoglobine d'au moins 2 grammes par décilitre versus aucun dans le traitement standard au bout de 26 semaines. Et vous avez 42 patients sur 60 qui étaient dans le bras expérimental qui ont normalisé leur hémoglobine versus aucun dans le bras standard. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. On passe d'un traitement IV où les patients sont anémiques, c'était le groupe qu'on avait choisi, un traitement par la bouche où ils ont une numération normale. Et donc en termes de transfusion, vous voyez que 60 des 62 patients dans le bras expérimental ne sont plus transfusés à 26 semaines,
versus 14 sur 35, c'est-à-dire ce que je vous ai présenté au début. Vous savez, c'est 30% de malades qui sont transfusés de temps en temps, 30% de malades qui sont transfusés fréquemment. On les avait là. Bon, bah, ça reste, ça ne change pas. Et puis, quand on modifie, ce qu'on a fait ça au moment du Covid, donc il fallait vérifier statistiquement que c'était vrai, bah oui, 96,7% des malades n'étaient plus transfusés quand ils étaient sous des traitements expérimentaux versus 40 quand ils étaient sous traitement standard. Et donc voilà ce que ça donne en représentation un peu simplifiée. En vert, c'est l'hémoglobine que vous avez quand vous prenez le traitement expérimental, c'est-à-dire quasiment normal. Et en bleu, c'est quand vous êtes sous traitement par ravulizumab ou eculizumab. Donc voilà, donc ça, vous pouvez imaginer comment ça excite les foules. Hein. Ça a même mérité d'être présenté dans les meilleures séances des congrès américains. Enfin, c'est des choses qui sont assez extraordinaires. Mais encore une fois, 26 semaines. Donc il faut un petit peu attendre qu'on ait du recul sur ces traitements. Et puis évidemment, ça a aussi été essayé chez des patients qui n'avaient jamais reçu un traitement par inhibiteur du complément, donc des patients naïfs, des patients qui n'avaient jamais été traités. Et donc il y a eu 40 malades, donc voilà les résultats. 31 des 33 patients ont eux aussi présenté une augmentation d'hémoglobine de plus de 2 grammes par décilitre. Vous avez, alors ça aussi on s'en fout, vous avez 19 des 33 malades qui reviennent à une hémoglobine normale, et attention, 40 malades qui sont plus transfusés. Alors, le bémol, et là vous allez comprendre les fourches codines de la régulation, c'est que cette étude n'a pas de bras contrôle. C'est-à-dire qu'on a pris 40 malades, et on leur a tous donné de l'iptacopan, et on a regardé ce que ça donnait. Et même si vous avez 40 malades qui ne sont plus transfusés, vous ne pouvez pas en avoir plus, eh bien le régulateur va vous dire « mais on ne peut pas dire que ce n'est pas un peu un coup de chance sous ton truc ». Et donc c'est pour ça que probablement que l'accès en première ligne sera très compliqué pour cette molécule. Mais ça, il fallait que Novartis soit un peu plus futé au départ, n'est-ce pas? Alors, et voilà ce que ça donne en termes d'hémoglobine. Et puis le dernier, je vais vous en parler je crois qu'à l'oral, pour que ça aille plus vite, où il y avait quelques dias. Ça, c'est le danicopan. Alors le danicopan, le problème du danicopan vis-à-vis des deux autres, c'est que c'est une utilisation en association avec le traitement standard. Donc c'est quand même un peu moins pratique. Mais là encore, des résultats extraordinaires. Hein, vous le voyez, sur 10 malades, vous voyez les points rouges. Le début du danicopan, c'est la barre ici. Donc avant, les malades sont tous transfusés. Après, il y a une transfusion. Voilà. Donc évidemment, là encore, c'est absolument remarquable. Alors, d'autres messages que je voulais vous donner en vous parlant de ce topo. Donc, je vous l'ai déjà dit, c'est que le laboratoire doit fournir le traitement une fois que le traitement n'est plus dans le cadre du protocole, si le médicament n'est pas disponible, ou en tout cas un équivalent. Donc, c'est pareil, hein, les sous-cutanés de Ravu tout à l'heure, pourquoi on n'a plus accès? C'est parce qu'on a le ravulizumab, et que c'est un équivalent thérapeutique. Et donc, du coup, la qualité de vie, les régulateurs, ça aussi, s'en préoccupent assez peu. J'en suis désolé, je le critique, mais c'est comme ça. Donc, pour eux, sous-cut ou IV toutes les 2 mois, c'est pareil. Donc, pas de problème, le labo peut donner que l'IV. Là aussi, ce qu'il faut voir, c'est quand on fait un protocole, si jamais vous ne répondez pas au traitement auquel on vous donne, on vous expose, vous pouvez bien entendu revenir à l'ancien, parce que des fois on n'est pas sûr. Et puis l'autre chose que je rappelle et que j'écris, c'est que quand on a une autorisation européenne de mise sur le marché, il faut à peu près 500 jours en France au mieux pour avoir le médicament dans la pharmacie. Voilà. Et ça, on ne peut pas faire plus vite. Donc voilà un petit peu d'où on vient et où on va. Donc on a quand même eu une révolution thérapeutique en 2007. Hein. Je crois qu'il faut bien dire que l'éculizumab puis le ravulizumab, ça a été quelque chose d'extraordinaire dans le milieu de l'HPN. Et puis petit à petit, on a vu quand même qu'on pouvait peut-être faire un peu mieux. Les premiers à être disponibles, c'est le pegcetacoplan, qui est un médicament qui se fait par voie sous-cutanée 2 fois par semaine, en monothérapie. Hein. On arrête l'éculizumab et le ravulizumab, et vous voyez que les résultats sont quand même très bons. Et d'ailleurs, vous aurez tout à l'heure un témoignage patient. Et puis, on va vers la possibilité d'avoir des médicaments par la bouche, l'iptacopan, hein, matin et soir, en monothérapie. Et puis, il y a aussi le danicopan, qui est une possibilité chez des patients qui ne répondent pas complètement au ravulizumab ou à l'éculizumab, mais ce sera qu'en association. Et je crois que je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme le professeur Péfou de la Tour vient de l'indiquer, on va passer à notre partie témoignage. Avec une patiente où rien ne dépasse, c'est la formule, j'ai cru comprendre. Donc bien droite, qui a bien coché toutes les cases, c'est Célia.
puisqu'elle a participé à l'étude qu'a évoquée le professeur Peffot de la Tour. Donc vous êtes le dernier témoin de la journée. Rapidement, comme d'habitude, tout a commencé comment pour vous? Alors ça a commencé en 2007, j'avais 19 ans, je faisais des études de langue et c'est vrai que depuis plusieurs mois, toutes mes amies me disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es pâle, t'as le blanc des yeux tout jaune ». Alors j'avais l'impression que j'allais me transformer en loup-garou, ou je ne sais pas. Mais pas d'autres symptômes que ça. Et puis brutalement, j'ai eu effectivement pendant plusieurs jours les urines très très foncées. Couleur Coca-Cola, ce qui est assez caractéristique. Et donc là, je me suis enfin décidée à voir mon généraliste qui m'a tout de suite prescrit donc des analyses, un bilan sanguin, des analyses d'urine. Donc le lendemain, je vais au labo avec mon petit flacon, je suis prélevée, etc. Et puis dans l'après-midi, voilà, on me dit qu'effectivement, mon hémoglobine, elle est à 7, que je ne peux pas rester dans la nature comme ça, et qu'ils ont retrouvé beaucoup de sang dans les urines, donc ils m'ont enjoint d'aller aux urgences. Donc j'ai atterri à Necker parce que j'avais un petit antécédent avec eux, vu que j'avais une opération du rein quand j'étais bébé. Et très vite, ils se sont rendus compte que ça venait pas du rein, mais que c'était plutôt un problème sanguin. Donc j'ai ensuite été hospitalisée en hémato et puis très rapidement le professeur du service m'a dit écoutez, moi je sais ce que vous avez, on fait encore quelques examens et je reviens vous voir demain. Et le lendemain, donc il a posé le diagnostic. Et là, le diagnostic, vous le prenez comment? C'était assez brutal, en fait, ça m'a un peu coupé les ailes, c'était juste avant mes partiels. Moi, je venais de retirer à la fac mon petit dossier pour pouvoir, comme toutes mes copines, aller faire ma 3e étude à l'étranger. Et puis là, on se rend compte qu'effectivement, il va falloir trouver un plan B parce que ce ne sera pas possible, pas tout de suite, du moins. Et le plan B, ça va être le premier traitement? Oui, voilà. Donc j'ai très rapidement démarré l'éculizumab puisque j'avais une crise d'hémolyse en fait qui se stabilisait pas. Donc ça s'est plutôt bien passé. Je suis restée 11 ans sous Soliris. Mais bon, les dernières années, je commençais à en avoir vraiment marre. Et puis j'étais très fatiguée avec des résultats un petit peu en temps de scie, l'hémoglobine qui descendait, des besoins transfusionnels de temps en temps. Voilà, en termes de qualité de vie, c'était pas génial. Même si en soi, c'était assez révolutionnaire de pouvoir bénéficier de ce traitement. Ouais. Je vous coupe un petit peu. Il y a 11-12 ans sous Soliris, en gros, c'est logique l'échappement au fur et à mesure? C'est une question... Non, habituellement, on maintient sa réponse. Après, on recherche toujours des causes d'échappement, comme l'aplasie médulaire, qu'a tout à l'heure très justement décrit Solange. Et puis d'autres complications potentielles. On peut aussi avoir des fluctuations en fonction des infections qu'on rencontre, qui peuvent donner de temps en temps une chute des globules, et on transfuse le malade, et puis ça va un peu mieux. C'est plutôt souvent dans ce contexte-là. Merci pour la précision. Donc une dizaine d'années, 12 ans quasiment, sous Soliris. Oui, c'est ça. Et puis on arrive à ces nouveaux inhibiteurs proximaux. Oui. Donc une nouvelle étape, c'est le professeur Peffot de la Tour qui vous explique ce que c'est, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, absolument. Donc, au cours de rendez-vous de suivi, donc, il m'a parlé de ce nouveau produit et de l'étude qui allait débuter. Donc, j'ai assez rapidement décidé de suivre ses préconisations et de rentrer dans l'étude. J'étais à l'époque dans une phase un petit peu de remise en question parce que rentrer dans un protocole, c'est beaucoup de rendez-vous médicaux les premières semaines, voire les premiers mois. C'est pas forcément compatible avec un emploi à plein temps, donc j'avais pris la décision de démissionner. J'étais en province à l'époque, donc de revenir sur Paris, de rentrer dans l'étude, de me remettre sur pied, et puis une fois tout stabilisé, de retrouver un emploi en étant plus en forme. D'accord, donc c'est tout un processus complet pour vous pour participer à cette étude. En fait, ça vous permet aussi de cocher toutes les cases de votre côté, quoi. Il n'y a pas que les cases médico-administratives, si je puis dire. Et là, est-ce que vous voyez, une fois que vous êtes donc sous... j'ai un doute d'un coup, c'est sous... C'est le pegcetacoplan. Pegcetacoplan, c'est ça. Vous voyez un bénéfice immédiat par rapport au Soliris ou pas?
Ah oui, oui, oui. Enfin, pour moi, le résultat était assez spectaculaire. Donc, dans la première phase, pendant un mois, j'avais les deux, si je me souviens bien. Et effectivement, l'hémoglobine est tout de suite remontée. Même en termes de fatigue et de perception, je me sentais beaucoup plus en forme. Les résultats étaient très, très rapides. Et donc, si j'ai bien compris, au début, comme il y a l'association des traitements, il y a toujours la partie hospitalière, et après, vous passez en sous-cutané, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, dans mon cas, donc j'ai eu les 4 semaines, les deux. Ensuite, il y avait le tirage au sort dont parlait Régis. Alors, moi, avec ma chance, je ne suis pas tombée dans le bon groupe. Donc, j'ai arrêté le nouveau produit pour revenir uniquement à l'éculizumab pendant 4 mois. Et là, la chute a été assez brutale. C'était vraiment la dégringolade. Je me sentais très très fatiguée, les symptômes de l'anémie qui revenaient en puissance. J'avais eu besoin d'être transfusée. C'était vraiment la descente, quoi, le bad trip. Donc, redémarrage dans l'étude, on repasse sur comme tout le monde finalement, pour bénéficier du traitement. Oui, en fin de course, ouais. Et là, ça redémarre aussi vite, c'est-à-dire que vous remontez aussi vite ? Oui, là, à nouveau, les résultats sont assez rapides et très positifs me concernant, ouais. Et sur la partie, vous avez beaucoup parlé des risques, professeur, au début. Et comment on absorbe ces risques-là en termes quand le professeur vous les explique? Qu'est-ce que vous en pensez au départ? Oula, c'est quand même super tendu, il va falloir que je fasse attention, ou juste il suffit de respecter ce qu'on me dit? Non, je suis pas très inquiète là-dessus. Moi, j'avais vraiment une confiance totale en Régis et en toute l'équipe qui me suivait au centre d'investigation clinique. En plus, ils sont extrêmement rigoureux sur les vaccinations, sur le suivi. Donc, je savais que j'étais entre très bonnes mains et je leur laissais, entre guillemets, ces soucis-là. Et moi, je venais juste faire mon traitement, récupérer mes produits et puis suivre leurs instructions, quoi. Et donc, sortie de l'étude après? Oui, donc là, je viens de sortir de l'étude, c'est vraiment tout récent, ça date de 2 semaines. Et donc, je vais pouvoir maintenant récupérer le produit en pharmacie de ville. Donc, on rentre dans le cycle que vous avez expliqué. Comme c'est une étude sur un produit qui était déjà sur le marché, on peut le suivre. Non, c'est le temps qu'il arrive sur le marché. C'est-à-dire qu'avec l'étude que je vous ai montrée, les autorisations réglementaires ont pu être données, ce qu'on appelle l'étude pivot. C'est-à-dire que ces études-là, ces données-là, qui sont soumises à l'IME, donc à l'Agence européenne du médicament. Et une fois que l'IME donne son accord, c'est l'autorité de tutelle française, donc la HAS, qui en premier dit s'il y a un bénéfice rendu par le médicament pour accéder au remboursement. Parce que pour être remboursé, vu que c'est une solidarité collective, il faut que ce médicament apporte quelque chose dans la société sur cette maladie à ces patients-là. Et une fois, ce qui prend beaucoup de temps, s'il faut des évaluations qui sont assez drastique, et une fois qu'on a ce bénéfice patient, on accède au remboursement et donc à la possibilité d'une mise sur le marché. Puis ensuite, il y a une petite étape de négociation de prix qui prend quelques temps. Et vous, le temps qu'on s'accorde. On imagine. Voilà. Il y a, lors de notre échange au téléphone pour préparer la journée, vous avez utilisé la formule ça a changé ma vie. Oui, parce que j'avais l'impression de retrouver la vie normale de quelqu'un de mon âge, déjà d'avoir moins d'intrusion de la maladie dans mon quotidien, parce que c'est vrai qu'avant, le Soliris restait quand même très contraignant. Donc en termes de qualité de vie, oui, pour moi, ça a été très significatif. Le fait de pouvoir faire un traitement à la maison en toute autonomie, de plus avoir d'intraveineuse, c'est quand même beaucoup moins invasif. Et puis surtout de me sentir plus en forme, de pouvoir projeter de nouvelles choses, de reprendre le sport, parce qu'avant, avec 7-8 grammes d'hémoglobine, on s'essouffle très très vite. Donc vraiment beaucoup de bénéfices sur la vie quotidienne me concernant. Donc à l'inverse d'Elisabeth qui a témoigné tout à l'heure, pour vous en fait avoir le traitement à la maison, c'est mieux et ça ne vous rappelle pas spécialement la maladie? Non, finalement, je préfère le faire quand même. Je ne fais pas de rapport. Je comprends ce côté un petit peu
Ça peut sembler intrusif, effectivement, d'avoir de stocker tout le matériel, d'avoir son frigo avec plein de boîtes, etc. Mais pour ma part, je préfère quand même le faire chez moi, plutôt que d'avoir à planifier une visite à l'hôpital, rester une demi-journée. Je trouve que c'est plus pratique à intégrer dans ma vie quotidienne. Dans les dernières études et les derniers produits qu'a annoncé, entre guillemets, le professeur Pierre de la Tour, il y a la voie orale d'un médicament. C'est quelque chose qui vous fait, entre guillemets, rêver d'avoir un jour juste une pilule à prendre ou oui, oui, complètement, parce que même si mon traitement actuel m'offre plus d'autonomie, voilà, il y a quand même une petite contrainte où il faut le faire, faut s'installer pour le faire, préparer le produit 2 fois dans la semaine. Parfois, on rentre tard ou on veut sortir, et puis voilà, il faut quand même le faire le soir. Donc, s'il y a un mode d'administration moins invasif, je suis preneuse un jour. En attendant la guérison totale, j'imagine. Tout à fait. Est-ce qu'on a des questions dans la salle sur cette partie-là avant de passer aux questions générales qui seront complètement ouvertes? Là et là. Juste en attendant, la dernière molécule dont vous avez parlé, le danicopan, c'est voie orale aussi? Oui, c'est voie orale. La seule chose, c'est que c'est un médicament qui n'a pas une demi-vie assez longue pour être donné en monothérapie. Donc du coup, c'est un médicament qui est donné en plus du traitement standard. Alors que les autres médicaments sont donnés seuls, en remplacement du traitement standard. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que ça... vu que les médicaments se terminent par pan, ça veut bien dire qu'il doit y avoir un petit raccourci. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Je suppose que c'est en anglais. Est-ce que vous avez une traduction pour pouvoir le dire aussi après à nos médecins aussi? De quelle famille s'agit-il? Parce que les MAB, on sait que c'est le monoclonal antibodies, donc les anticorps monoclonaux. Et les PAN, alors, c'est quoi cela maintenant? Alors d'abord, c'est pas nous qui choisissons les molécules. Oui. Oui, enfin, le nom oui. des molécules. Ça, je sais. Après, c'est des petites molécules qui en effet se ressemblent beaucoup. On n'est plus dans le cadre des anticorps, mais on n'a pas de signification particulière. C'est des noms qui sont donnés par l'Europe, non choisis, et c'est tombé comme ça sur cette catégorie d'inhibiteurs proximaux. D'accord. Voilà. Donc quand on va en parler à nos médecins, on parle d'inhibiteurs proximaux. Exactement. Okay, d'accord. Très bien. Et je voulais revenir aussi sur l'interview d'Elisabeth concernant les vaccinations contre la méningite. Par exemple, pour moi, il a été conseillé que l'ensemble de ma famille soit vaccinée aussi. En fait, on fait une vaccination en cocon. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Nous a demandé de faire d'ailleurs. Après, on sait que ça réduit la circulation, mais il n'y a pas de données qui permettent de le recommander, et c'est d'autant plus compliqué que le vaccin contre le méningo B, ça coûte très très cher. Donc c'est vrai que c'est pas très simple et tout n'est pas remboursé, donc c'est un coût qui est pas négligeable. Après, à l'heure actuelle, la plupart des enfants sont vaccinés contre le méningocoque, et c'est quand même les enfants qui sont les plus... c'est là où ça circule le plus, quoi, les enfants, les jeunes adultes. Mais idéalement, il faudrait que toute la population soit vaccinée. C'est ce qui est fait en Angleterre et ça marche très très bien. Juste, moi, je voulais juste faire une précision, parce que Régis a dit qu'on trouvait que le pegcetacoplan en pharmacie, mais il n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des conditions de prescription, et c'est pas parce qu'on a une HPN qu'on va forcément avoir du pegcetacoplan si on en a envie. Comme il l'a dit, il y a quand même des épisodes hémolytiques déclenchés par des infections qui peuvent être associés à des épisodes hémolytiques très sévères avec des complications. Donc c'est pour l'instant réservé aux patients qui ont une hémolyse persistante sous inhibiteurs du C5 et par une validation de la prescription au niveau national. Donc voilà, quelqu'un qui a 12 grammes d'hémoglobine sous inhibiteur du anti-C5 n'a pas de raison d'être mis sous pegcetacoplan. Et voilà. Et il y a un suivi aussi très particulier et très proche, c'est ça? Oui, il y a un suivi extrêmement rapproché, c'est très important, hein, ce que vient de dire Flore. Encore une fois, vous êtes tous uniques. Alors, je suis désolé, hein, je ne suis pas démago ni politique, mais très honnêtement, vous avez tous la même maladie, mais cette maladie, chez tous qui sont dans la salle, peut se manifester de manière différente.
Et donc, il y en a qui, possiblement, vont présenter des complications sous ce type de traitement qui nécessite une prise en charge hospitalière. Et donc, du coup, en effet, on s'est aperçu avec le temps, et c'est quelque chose qu'on a découvert, hein, que ce type d'inhibiteurs proximaux, comme je vous l'ai dit, comme vous avez le sang qui devient quasiment que HPN et que vous avez une hémoglobine normale, dès qu'il y a un grain de sable, eh bien, ça peut être dramatique. Donc c'est pour ça qu'on suit ces patients d'extrêmement près et que dès qu'il y a la moindre chose, une petite fièvre, des urines un peu rouges, quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, eh bien, et on leur demande de nous joindre tout de suite et d'augmenter la dose du médicament, c'est-à-dire qu'on réduit, en fait, on fait 3 injections par semaine au lieu de 2, on réduit le temps. Et ça, on l'a appris. Maintenant, voilà, on est beaucoup plus à l'aise, mais c'est des patients qui doivent pouvoir joindre leur hématologue immédiatement, enfin, vraiment très vite. Et ça vaut, c'est quelque chose de classe, c'est-à-dire que ça vaut pour tous les inhibiteurs proximaux où il faut réagir très vite. Merci. Ça répond un peu à ma question finalement, parce que je voulais demander si pour ces traitements-là, il fallait donc Enfin moi, s'il n'y a pas de besoin transfusionnel et si on est entre 10 et 11, on reste sur le ravulizumab finalement. Tout à fait. Oui, ça c'est très important, hein. Le mieux est l'ennemi du bien. Et encore une fois, ça s'adresse vraiment à ces 60% de patients qui sont anémiques, transfusés régulièrement ou très régulièrement, chez qui finalement il y a un ressenti vrai de l'anémie. Et encore une fois, c'est pour l'instant au cas par cas, et ça doit vraiment passer en RCP, enfin en réunion de concertation pluridisciplinaire, que ce soit des décisions collégiales, parce que ça n'est pas anodin, et qu'encore une fois, on n'a pas assez de recul sur ces traitements pour le prescrire à tout le monde. Et encore 60, je suis un petit peu... c'est plutôt 40. Hein. Je voyais Flore qui se rapprochait dangereusement du micro. Non, mais comme je commence à la connaître. En fait c'est pas du tout ça. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi une question de compliance et de réactivité. Par exemple, typiquement, l'adolescent qui prend son traitement une fois sur 2, pour reprendre l'exemple de ce matin, c'est pas non plus un bon candidat à des médicaments qui, s'ils sont pas pris, exposent à un risque de complication. Donc il y a vraiment, voilà, il y a la maladie et il y a aussi la compliance et la réactivité. Et puis le terrain, quelqu'un qui a des comorbidités, qui va être à risque de faire des complications plus sévères s'il y a un problème. Tout ça doit être pris en compte dans la décision et c'est pour ça que ça reste une décision collégiale et au cas par cas. On a parlé plusieurs fois de la qualité de vie aujourd'hui et j'ai 2 petites questions, alors vraiment très pratiques, mais qui jouent sur la qualité de vie, qui étaient arrivées avant. Donc, quand arrivera un outil nouveau pour diffuser le traitement, le pegtagoplan, sur le ventre, et est-il possible de voyager avec ce produit et son diffuseur en avion? Oui, on peut. Après, c'est un diffuseur peut-être plus standard, quoi. Après, ça, c'est des développements industriels. Nous, on n'a pas la main sur la gestion des outils. Regardez, ils sont au fond là-bas. Ils vont entendre qu'il faut des diffuseurs. Mais après l'avion, il n'y a pas de contre-indication à voyager, même quand on est dans un protocole. On en a même qui ont choisi d'être dans les protocoles pour ça. Après, il y a la gestion, effectivement, de prendre l'avion avec ses boîtes, en l'occurrence où c'est X mois de traitement, et le risque, si on est à l'étranger et que le médicament n'est pas disponible là-bas ou qu'on ne peut pas le récupérer là-bas et qu'il y a un problème, il faut pouvoir être capable de revenir. Et ça, c'est aussi quelque chose avec ces nouveaux inhibiteurs qui va être très important, c'est vraiment de se mettre dans une situation où on ne se retrouve pas en carence à l'autre bout du monde. Mais c'est des phénomènes qui existent déjà dans d'autres maladies. Enfin, je pense au diabète de type 1, il y a des pays qui ne sont pas spécialement recommandés pour ne pas tomber en panne d'insuline. Il y a un vrai risque à y aller. Oui, mais sauf que ce n'est pas le même prix. Oui, je sais bien. Mais il y a quand même des pays où c'est très compliqué d'en avoir, malgré le prix, la différence de prix. On nous demande s'il y a beaucoup de patients qui font des méningites. J'imagine que c'est en rapport direct avec la vaccination, mais logiquement, si on est vacciné... Après, c'est ce que beaucoup, c'est compliqué, mais on sait qu'il y en a. Beaucoup, enfin nous, je crois qu'il y a peut-être une dizaine de cas sur les 15 dernières années de patients sous anti-C5 qui ont fait des méningites. Après, il y a effectivement les patients qui devaient être vaccinés et qui ne l'ont pas fait ou qui ne sont pas revaccinés. Ce qu'on sait, c'est que clairement, être vacciné, ça réduit
et surtout avoir des recommandations, des rappels. Et le risque, il est aussi au long cours, parce que quand ça fait 15 ans qu'on est suivi, qu'on vous dit à chaque fois que vous avez 39 de fièvre, vous allez aux urgences et que vous êtes allé 10 fois pour rien, le risque, c'est que la 11e fois, vous n'y allez pas et qu'il y a un problème. Et donc, c'est pour ça que c'est important de le redire. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le vaccin. Le principe d'efficacité du vaccin contre le méningo, comme pour ce germe en particulier, qui est un germe très particulier, c'est que le complément est impliqué dans la réponse au vaccin aussi. Donc ça fait pas tout. Donc et puis ça n'annule pas totalement le risque de méningite. Donc c'est pour ça que c'est très très important vraiment d'avoir des antibiotiques par voie intraveineuse pour cette infection qui est potentiellement létale et surtout qui peut laisser des séquelles très 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 sévères. Le purpura fulminant, c'est ça. On nous demande exactement... Ah, pardon, allez-y. Oui, moi je voulais savoir, est-ce qu'avec tous les nouveaux traitements là, qui arrivent, il faut de toute façon prendre toujours des antibiotiques, enfin de l'oracilline et de la spéciale Foldine. Enfin, est-ce que les patients doivent continuer à les prendre? Merci, c'était la question juste en dessous. Oui, bien sûr, la spéciafoldine, bien sûr, parce que c'est une maladie hémolytique qui reste une maladie hémolytique et donc il faut aider la moelle à fonctionner. Donc ça fera jamais de mal. Ce sont des vitamines. Quant aux antibiotiques, alors on a une attitude différente avec nos collègues italiens, par exemple. En France, oui, on le donne parce que quand on a un jeune patient sous Soliris, ravulizumab ou autre médicament et qu'il y a une méningite, on espère lui avoir donné toutes les chances de ne pas la faire. Et maintenant, on sait que l'oracilline ou les pénicillines type oracilline ou clamoxyl donnent quand même assez peu de résistance. Nous, on a des patients greffés qui prennent ça pendant 25 ans, voire plus maintenant. Et on n'a pas eu de problème. Alors, il y a des patients qui se plaignent, on peut mettre des médicaments différents avec une intolérance à l'un, à ce moment-là, on remplace. Mais très honnêtement, nous, on est plutôt ceinture et bretelle, oui. C'est-à-dire vaccination et antibioprophylaxie. Et on a une question complémentaire sur justement les antibiotiques. Est-ce qu'il y a un moyen de protéger l'intestin lors de la prise au long cours? Je te laisse répondre. Après, il y a toujours les probiotiques qui peuvent être utilisés, mais non, il n'y a pas de... Voilà. Après, effectivement, comme le disait Régis, on a des études de très long cours, notamment chez les aspléniques, les gens qui n'ont pas de rate, qui sont à risque aussi de ce type d'infection. Et il y a vraiment des études très, très, très documentées qui montrent qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires que dans la population générale. Il n'y a pas d'accoutumance quand on prend autant d'antibiotiques pendant des années et des années? Non. Non. Puisque c'est juste ce que disait Régis, ça ne sélectionne pas des germes résistants. On nous repose, ou on a déjà parlé de cette question-là, en fait, de l'effet d'échappement. Est-ce qu'on a des causes identifiées à l'échappement thérapeutique? C'est une question difficile. Globalement, non. C'est-à-dire qu'habituellement, quand un malade est stable sous traitement par inhibiteur terminal, on va dire, les patients sont stables, restent stables. Il peut y avoir des complications de la maladie qui font qu'on a l'impression que les médicaments échappent. Donc, je vous l'ai dit, la plasie médulaire. On a parlé de ce matin de l'évolution clonale, la leucémie, la myélodysplasie. C'est en petit pourcentage, mais ça peut arriver. Et puis les infections. Dès que vous faites une infection, le traitement est déséquilibré, donc vous allez échapper. Mais on a rarement des patients qui échappent au cours du temps. Alors, parce qu'on n'a pas, en tout cas avec le ravulizumab et l'éculizumab, de développement d'anticorps contre le médicament. Alors, il y a eu des cas exceptionnels rapportés avec possiblement... parce qu'il n'y a jamais en médecine. Donc, il y a eu 1 ou 2 cas rapportés, mais c'est tellement exceptionnel que j'ai envie de dire que ça n'arrive pas. On a une question qui concernait peut-être la Camille, en haut, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est encore en bas, oui. Une question très pratique, hein. Une fois de plus, je la retrouve, bien sûr, je n'y suis plus. Activité sportive et HPN, comment bouger sans s'épuiser? Elle est large, la question. Je me suis noté la question, parce que c'est vrai qu'entre nous, avec la Camille, ce sont les conditions sine qua non de ne pas faire de sport, c'est si l'hémoglobine est en dessous du 8 ou s'il y a la fièvre, quand on intervient à Saint-Louis. Après,
Je pense que quand même, si on ne travaille pas sur le cardio, il y a des choses à faire, quoi. Il y a un minimum d'étirements. Je pose encore la question, quoi. Qu'est-ce que ça, je pense que chaque personne est unique aussi. Bon, après, un niveau des grammes 8-9 d'hémoglobine, c'est comme ça. Donc là, c'est sûr qu'on est essoufflé. Oui, mais de toute façon, je pense que le sport peut prendre des formes très variées en intensité et en effort. Le tout, c'est de trouver une activité dans laquelle on ne s'épuise pas et qui nous plaise. Mais pour ma part, c'était surtout les sports d'endurance qui me plaisaient. Donc c'est vrai qu'à 8 grammes, c'était pas très intéressant, quoi. Je faisais 3 foulées et j'étais vite épuisée. Alors que, par exemple, là, j'ai pu reprendre une activité très, très progressive et arriver à courir parfois 1 heure. Bon, très petite foulée, hein, vous me dépassez en marchant. Mais c'était quelque chose qui était impensable pour moi il y a quelques années. Oui, mais je pense qu'une activité extrêmement lente, lente dans le sens, ça n'empêche pas une intensité, en profondeur, une activité en profondeur, mais pour ce qui est, ça entretient le muscle, voilà, ça empêche la fonte musculaire. Bon, le cardio, on oublie, quoi, c'est clair. Une question qui va peut-être concerner une autre partie de l'assistance. HPN et ménopause. Donc on est sur une autre tranche d'âge, logiquement. Hormones en vrac, prise de poids, risque de thrombose. Non, alors attendez, c'est pas une remarque sexiste, c'est que Flore travaille dessus, sur tout ce qui est fertilité, elle connaît très bien. C'est pour ça, je ne fais pas passer pour ce que je suis pas, je passe déjà pour tellement de choses. Non, après c'est je pense qu'à dose substitutive, le traitement hormonal substitutif n'est pas forcément totalement contre-indiqué. En général, on adresse les patients à des gynécologues, à des spécialistes pour qu'ils évaluent. Il faut savoir que la ménopause, c'est quand même des conséquences très importantes en termes d'ostéoporose, de cardiovasculaire également. Cardiovasculaire, de trophicité musculaire. Donc, c'est pas anodin, surtout quand on est chez des patients qui ont éventuellement des facteurs de risque de ménopause précoce dans certaines situations en fonction des traitements qu'ils ont potentiellement reçus. Donc, c'est pas anodin et il faut pas le rayer définitivement de la carte. Sachant qu'une fois... Il y a quand même une chose qui est aussi assez importante et je pense qu'il va falloir qu'on travaille dessus dans les prochaines années. Et là encore, c'est important parce que c'est faire des études prospectives, justement, ça coûte très cher. Et dès qu'on n'est pas dans l'évaluation de nouveaux médicaments payés par des industriels, c'est très compliqué de le faire. Mais c'est justement quand on a un patient qui est bien bloqué, sous ravulizumab, sous eculizumab, quel est réellement son risque de thrombose et est-ce qu'il faut toujours le considérer comme étant à haut risque de thrombose. Et voilà, c'est notamment la question de faut-il poursuivre à vie les anticoagulants chez quelqu'un qui est bien bloqué et qui a fait un épisode de thrombose avant d'être traité. Ça, on n'a pas de réponse à cette question. Donc, et on sait qu'avoir des anticoagulants curatifs à vie, c'est pas anodin non plus en termes de risque de complications hémorragiques. Et de la même façon, est-ce qu'il faut justement considérer les patients qui sont bien équilibrés, bien bloqués, sous traitement, avec les mêmes risques que les patients qui n'étaient pas traités auparavant. Vous parlez de ce qu'on pourrait assimiler dans le cancer à une phase de rémission sous traitement, entre guillemets, c'est un peu ça, quoi. Oui, par exemple. Une question, on revient sur les fondamentaux des pathologies, des deux pathologies. Pourquoi la maladie HPN impacte aussi les globules blancs et les plaquettes, alors qu'à la base, il s'agit de globules rouges qui ont muté? Alors, nous avons répondu à la question antérieurement. Mais... c'est que non, mais je sais. C'est que effectivement, la partie visible de l'iceberg, c'est les globules rouges qui sont détruits par le complément. Mais en fait, toutes les cellules qui dérivent des cellules souches hématopoïétiques, donc les globules blancs, dont les plaquettes, sont également porteurs, les plaquettes n'ont pas d'ADN, mais bref, toutes les cellules sont porteuses de ce déficit en expression d'un certain nombre de protéines. Et même si c'est moins visible, ça a probablement un rôle aussi dans la physiopathologie de cette maladie. Est-ce que on connaît l'évolution de la maladie à long terme? Alors pas forcément sur les traitements à long terme, mais l'évolution de la maladie à long terme avec l'âge. Est-ce qu'il y a une évolution naturelle de ces deux maladies avec l'âge ou
Ça reste assez classique. En fonction de l'âge ou avec le temps? C'est pas précisé. Alors, Chacun globalement, on sait que le clone HPN a tendance plutôt à augmenter, probablement parce qu'il offre un avantage par rapport aux cellules non mutées. C'est pour ça que l'HPN a tendance à augmenter. Après, on sait qu'il y a des patients chez qui ça diminue, voire qu'il y a quelques rares patients chez qui le clone a complètement disparu et on a pu arrêter le traitement. Et si on reste sur des arrêts de traitement, on nous demande s'il y a des risques à l'arrêt de la cyclo après des années de traitement dans le cadre de l'aplasie. Malheureusement, il y a toujours un risque, et notamment, on l'a vu, la prolonger de façon beaucoup plus longue, la cyclosporine diminue le risque de rechute, mais ça ne l'annule pas quand même. Donc, on sait qu'il y a des patients chez qui on va pouvoir arrêter le traitement, qui vont rester en rémission, peut-être toute leur vie, peut-être 10 ans, 15 ans, et peut-être qu'ils rechuteront, qu'ils feront une autre complication. Et puis, il y en a qui, 2 ans ou en cours de diminution, vont rechuter. Donc oui, il y a un risque qui existe. Toujours pour l'aplasie, on nous demande si elle influence la sexualité des personnes. Alors, je ne sais pas si c'est la libido ou des effets physiologiques, ou si c'est l'effet des traitements dont il est question dans la question. Régis, tu veux répondre? C'est pas spécifique finalement, en tout cas pour ce qui est de l'aplasie. C'est-à-dire qu'évidemment, à 8 grammes, je pense que vous avez un peu moins de libido qu'à 14. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, quand vous avez 20 000 plaquettes, c'est pas forcément super simple. Et 200 polis aussi. Donc il y a les risques, je dirais, inhérents à la pathologie vis-à-vis de la sexualité. En revanche, pour l'HPN, oui, alors là, pour le coup, il y a un vrai retentissement, parce qu'on sait que le fait d'avoir une hémoglobinémie, en tout cas d'hémolyser, fait que physiologiquement, il y a des troubles de la fonction érectile qui s'améliorent a priori sous traitement par inhibiteur du complément. En tout cas, c'est des choses qui ont été validées, recherchées dans les études et qui sont objectives. Donc je dirais plus l'aplasie, bah oui, comme quelqu'un qui finalement relatif à la numération, c'est pas propre à l'aplasie. La leucémie, la myodysplasie, ça va être la même chose. Et par contre, l'HPN, oui, il y a un retentissement direct. Merci. Pour les hommes, pour les femmes, pour les femmes dans l'HPN, je pense pas qu'il y ait de relation directe de la maladie sur la sexualité. La partie libido? Oui, bien sûr. Mais ça, c'est de deux côtés. Je dirais. Oui. Après, je crois qu'il y a quelque chose d'important aussi. Nous, c'est vrai que côté médical, on a toujours tendance à être très chiffre, quoi. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, nous, c'est vrai que quand on a récupéré une hémoglobine normale, bon, on a un peu les coques, quoi. On dit, bah, attends, c'est bon, ça va m'emmerder, un humé normal. Alors qu'en fait, on se rend de plus en plus compte, quand on parle avec les patients, que ça ne suffit pas, quoi. Ouais. Ça suffit pas et qu'il y a de la fatigue, même à num normal, en fait, que nous, on perçoit pas. Et je crois qu'il y a vraiment un sens à la recherche dans ce domaine, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à ne pas considérer qu'un malade qui a une num normale puisse être fatigué. Alors qu'en fait, que ce soit dans l'aplasie ou l'HPN, on ressent les patients, ils ont un résultat, et même en post-greffe d'ailleurs. Les patients ont des nums super, ils arrivent, ils n'ont plus de traitement, mais ils vous disent, non, mais je suis fatigué, quoi. Donc il y a quelque chose là. Et c'est entre autres la partie de l'étude. Une petite question. C'est possible d'être enceinte. Est-ce qu'avec les autres traitements, c'est aussi possible? Est-ce qu'il faut continuer le traitement lorsqu'on est enceinte? Alors c'est possible d'être enceinte, ça c'est sûr. Il y a eu des grossesses sous pexétacoplan, sous iptacopan. Simplement, à l'heure actuelle, on n'a pas assez de données valides sur un grand nombre de malades publiées pour dire que c'est safe. On peut faire un bébé sous iptacopan ou sous pexétacoplan. Donc nous, on demande à ce que les patientes, même sous ravulizumab... Il y a même quelques alertes de tératogénicité chez l'animal. Oui, chez l'animal. Donc du coup, nous, on demande à ce que les patientes reviennent sous éculizumab s'il y a un souhait de grossesse, parce qu'on est très à l'aise avec l'éculizumab et patientes enceintes, qu'on a des données à produire. On a plus de 400 bébés dans le monde qui sont nés sous éculizumab, donc on sait ce qu'on fait. Je ne dis pas que dans 5 ans, on n'aura pas des données sur les autres, mais pour l'instant, en tout cas, c'est trop tôt. La grosse différence, c'est que les anticorps monoclonaux passent pas forcément la barrière hématoplacentaire, alors que ça, c'est des petites molécules. Et donc, c'est pas du tout la même chose en termes de risque d'exposition. Donc, il est urgent d'attendre.
Il est urgent de se faire inclure dans RIM pour que dans 5 ou 10 ans, on ait ces données. Mais on sera quand même très très prudent quand même. Oui, oui. Ouais. Un diagnostic d'aplasie à l'âge de 73 ans, on nous demande quelle pourrait être l'espérance de vie. Si j'en crois les courbes, en gros, comme monsieur et madame tout le monde, de 73 ans. Alors, je ne sais pas si on peut dire que l'espérance de vie est similaire à long terme. Après, à 5 ans, on sait que quand on a une aplasie médulaire, c'est plus de 90%, 95%. Oui, ce qui va conditionner, c'est la réponse au traitement. C'est pour ça que c'était important d'avoir cette triple thérapie en première intention. C'est qu'on sait que plus vous répondez, plus votre pronostic à long terme est bon. Après, ce que je vous ai montré, c'était l'HPM. Là, on parle de l'aplasie. Mais en effet, ce que dit Flore, c'est à peu près ça. En plus, on a maintenant des médicaments antibiotiques qui sont très performants. Les transfusions, on n'est plus trop au scandale du sang contaminé, ça va un peu mieux. Donc du coup, on est plus à l'aise pour, même si les patients ne répondent pas, arriver à trouver des solutions de traitement à long terme. Donc ça se passe beaucoup mieux. Après, de là à dire que c'est difficile, prendre des gens du même âge, il y a quand même un impact, les gens sont à l'hôpital. Mais on a quand même maintenant de plus en plus de solutions et les résultats s'améliorent franchement. Dans les autres questions qui étaient parvenues en amont, on nous demande si vous auriez connaissance de cas de rémission. J'imagine qu'on parle de rémission spontanée dans la question. Non, d'HPN ou d'aplasie? Vous savez pas? Alors oui, enfin, ce que je disais, il y a quelques cas de rémission, enfin de disparition du clone et on a pu arrêter ou de clones qui restaient stables à des pourcentages vraiment minimes qui faisaient que ça avait plus de sens, il n'y avait plus aucun marqueur d'hémolyse et fait qu'on a pu arrêter le traitement. Il y en a quelques-uns. Dans l'aplasie, le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir sa vie devant lui pour répondre à cette question. Alors, est-ce qu'il y a des améliorations spontanées? Oui. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des maladies qui peuvent être sensibles à un événement intercurrent. Et par exemple, il y a une infection virale qui fait que le patient va casser ses comptes et puis après, spontanément, revenir à un niveau qui ne nécessite pas forcément de traitement. C'est ce qu'on voit aussi parfois après les grossesses. Mais guérison définitive spontanée, je crois que malheureusement, la réponse globalement est non. Si on n'est pas dans un contexte de toxicité d'un médicament ou de quelque chose comme ça. Et une dernière question peut-être, est-ce que vous avez des mesures préventives pour préserver les cellules reproductrices des enfants avant et après la puberté, en fonction des traitements, j'imagine? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a que la greffe de moelle qui est gonadotoxique, donc toxique pour les spermatozoïdes ou les ovocytes. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire des préservations de fertilité. Alors après, la greffe dans l'aplasie médulaire est quelque chose de très particulier par rapport aux autres types de greffes, notamment parce que les autres patients qui sont greffés, en général, ils ont eu beaucoup de chimiothérapie avant. Ils ont des chimiothérapies qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise pour la greffe, pour l'aplasie. Et on sait que si on regarde l'ensemble des patients qui ont été greffés pour une aplasie médulaire par rapport aux autres types de greffes, les grossesses spontanées, on les voit chez les gens qui ont une aplasie médulaire. Donc en gros, on a une probabilité non négligeable de pouvoir avoir des enfants après une greffe pour une aplasie médulaire, ce qui n'est pas le cas pour d'autres types de maladies. Après, il y a une grande variabilité en termes de fertilité d'un individu à l'autre. Ça dépend de caractéristiques qu'on ne maîtrise pas et en fonction de l'âge. Donc, c'est pas du tout la même chose d'avoir une greffe quand on a 18 ans et quand on en a 35. Voilà, donc chez les hommes, c'est très simple parce que vous faites une cryoconservation de sperme en dehors des situations d'échec parce que le prélèvement est trop pauvre, c'est très simple. Chez les femmes, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça nécessite soit des techniques de stimulation qui, quand on est très cytopénique, peuvent être risquées pour de ponction-stimulation, soit des techniques on prend un fragment d'ovaire et on le congèle, ce qui n'est pas anodin quand on a 10 000 plaquettes et 100 polynucléaires neutrophiles. Donc c'est vraiment une question de balance bénéfice-risque entre le risque de faire ces préservations de fertilité, alors que potentiellement c'est quelqu'un qui va pouvoir quand même spontanément avoir des enfants après la greffe,
Donc oui, il y a des choses qui sont possibles, et puis il y a d'autres choses qui sont possibles et qu'on fait parfois. Alors déjà, nous, on essaye, dans la mesure du possible, d'adresser les patientes systématiquement, même s'il n'y a pas d'indication, à un médecin de préservation de la fertilité, en consultation avant la greffe. Ce qu'ils font parfois, c'est qu'ils font une préservation 1 an après la greffe, quand on est à distance des toxiques, pour... présager du futur. Voilà, pour présager du futur et laisser le temps et limiter la toxicité gonadique. Merci. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Moi, j'avais une question de compréhension. Je suis pas un spécialiste, je suis pas médecin. Sur ces nouveaux inhibiteurs terminaux, les nouveaux inhibiteurs proximaux versus les terminaux. Quel est l'impact? Est-ce qu'il y a eu des études comparatives sur l'impact d'une infection virale dans l'utilisation de ces nouveaux inhibiteurs? Puisque là, si j'ai bien compris, on bloquait le complément, en tout cas dès le départ, et donc on a un risque, apparemment, hein, c'est ce que j'ai compris, peut-être plus élevé, puisque le complément est un élément essentiel au système immunitaire ou à sa première réaction. Vous avez dit tout à l'heure, professeur Peffot, que c'était les premiers en ligne de fond. Que se passe? Est-ce qu'il y a une différence en fait de réaction? Est-ce qu'il y a eu des études comparatives pour exposer les risques en fait éventuels? Parce que là, vous avez très bien exposé la plus-value en termes de qualité de vie et puis de remontée de l'hémoglobine. Mais est-ce qu'il y a des risques en fait, notamment en termes d'infection virale? Alors, pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de signal qui nous font dire qu'il y a un sur-risque d'infection des inhibiteurs terminaux versus proximaux. Théoriquement, oui. Théoriquement, ce que vous décrivez est très juste. Hein, c'est-à-dire que comme on se passe de toute l'activation proximale, on est supposé être exposé non seulement au méningocoque, c'est pas un virus, c'est une bactérie, mais c'est vrai que c'est global, et aussi à d'autres germes qui nous défendent dans la partie entre le terminal et le proximal, c'est-à-dire le pneumocoque et l'hémophilus influenzae. Donc il y a un surrisque théorique évident, tous les germes encapsulés en gros, où là le complément est très actif. Pour les virus, alors bon, oui, ça participe, mais il y a aussi d'autres relais. Hein. On a toujours une mémoire immunitaire. Le problème du Covid, c'est que justement, on ne l'avait jamais rencontré, donc il a fallu immuniser les populations. Ça, c'est une image que vous pouvez tous comprendre. Et donc, on a aussi ça pour tous les virus. Donc, quelque part, il n'y a pas que le complément. Donc, on peut aussi s'en sortir. Nous, ce qui nous inquiète plus, si vous voulez, c'est de déréguler le mécanisme. C'est-à-dire que toutes ces infections-là, de toute façon, la réaction ultime d'une infection, c'est une réaction inflammatoire. Et quand on a une réaction inflammatoire, quel que soit l'inhibiteur proximal, sauf l'inhibiteur du facteur D, le danicopan, qui lui est moins sensible à l'inflammation, mais le B et le C3 ont tendance à augmenter. Donc nous, ce qui nous inquiète plus, c'est ça, c'est le fait d'apporter le grain de sable dans le mécanisme et de faire en sorte qu'on ne soit plus capable d'inhiber, non pas parce que la molécule est inefficace, mais parce que pour une molécule, c'est plus un acteur en face, c'est pas une seule molécule de complément pour une seule molécule de traitement, on passe de 100, 150, 200, voire 1000 molécules de complément pour une molécule de traitement. Donc c'est ça, là en ce moment, qui nous anime. Après, pour l'instant, sur ce qui est du risque infectieux et du risque auto-immun, on n'a pas de différence. Pour l'instant. Mais encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. C'est pour ça que c'est important de suivre tous nos patients qui ont été traités pour être bien sûr que ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera vrai dans 5 ans, quoi. Moi, j'aurais juste une question à un plus large spectre. En fait, sur du long cours, on est tous amenés à avoir peut-être une autre pathologie telle que le cancer. Est-ce qu'après, les traitements, justement, les immuneurs proximaux ou autres pourraient après interagir avec les traitements, ou du moins inhiber les traitements anticancéreux qu'on pourrait recevoir après dans l'avenir? Alors le cancer, a priori, tout ce qu'on a pour l'instant, le complément est assez peu impliqué. Voilà. Là, on a vu, il y avait une conférence
en Grèce sur les... Alors moi, je n'y étais pas, mais il y avait tous les experts du complément et ça a été discuté spécifiquement. On a quand même l'impression que le complément, mais ça peut changer, hein, mais pour l'instant, c'est pas un acteur majeur du cancer. Bien sûr qu'il y a un accompagnement, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a de l'inflammation, donc il y a du complément, mais c'est pas quelque chose de majeur. C'est surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements qui stimulent l'immunité. Et je voulais savoir si justement, s'il y a des immunothérapies, est-ce que ça pourrait rentrer en interaction avec ou pas du tout? Pour l'instant, non. En tout cas, oui, pour l'instant, on n'a pas de... On a plutôt des complications des traitements cancéreux actuels, notamment en termes d'aplasie, mais on n'a pas d'interaction avec les anticancéreux. Pour l'instant, en tout cas. Et on a des cas très en tête, hein, où on continue les anticompléments avec des traitements anticancéreux. Et ça se passe forcément, ça se passe jamais bien une chimiothérapie, mais quand même, il n'y a pas plus de toxicité que chez un patient qui n'a pas d'HPN. Est-ce qu'on a une question encore dans la salle? Ou est-ce qu'on invite la belle histoire à venir nous voir? En tout cas, je voulais vous remercier, docteur, professeur Célia, pour être resté et pour avoir répondu aux questions.